Hey, bienvenue dans un nouveau vlog lecture. On est le dimanche 22 septembre et let's go pour une nouvelle semaine qui j'espère sera ponctuée de bonnes lectures. Aujourd'hui il fait très nuageux. La bonne nouvelle c'est que du coup c'est un temps propice pour la lecture. Les deux mauvaises nouvelles c'est que justement c'est un temps propice pour la lecture et du coup au lieu de par exemple avancer dans mon mémoire comme c'était prévu chaque week-end, et je vais sûrement procrastiner pour juste lire, voilà. Je perds déjà les habitudes, les résolutions que je voulais me fixer pour la rentrée. Bon, un petit week-end de repos comme ça va pas nuire au travail par la suite, non? Je sais pas. C'est vraiment la mentalité des procrastinateurs par excellence, mais bref. Et la deuxième mauvaise nouvelle, c'est que du coup, l'éclairage est un peu merdique. Je suis désolée, j'essaye de le compenser avec le ring light de chez Action. En vrai, j'aimerais beaucoup acheter un bon matos, c'est-à-dire en fan caméra plutôt que tout le temps filmer avec mon portable. Et je sais pas, un matos pour l'éclairage et tout. Mais ça coûte cher. Donc on verra par la suite, mais promis, si je survis encore sur cette chaîne, quand j'aurai trouvé un boulot et du coup que j'aurai un bon salaire, enfin un salaire tout court. Promis, ma première récompense ce serait de glow up cette chaîne là en matière de qualité. Je viens vous parler de lecture puisque j'ai fini le livre que je vous ai présenté la semaine dernière, c'est-à-dire le tome 1 de Sœur de Sang aka L'envol du phénix de Nikki Preto, publié chez Lumen. Je vais pas vous redérouler toute la critique parce que j'ai la flemme et ce sera trop long. Grosso modo, t'as des dresseurs de phénix, t'as des animages qui sont des gens qui peuvent communiquer avec les animaux. Ce sont des gens qui sont persécutés par le pouvoir en place. Dans l'ensemble, ils vont essayer de se regrouper pour mener une révolte. J'avais dit dans le vlog précédent que j'avais pas mal aimé, que j'accrochais pas mal. Et ouais, franchement, j'ai envie de lire le tome 2. J'ai tellement bien accroché, surtout grâce aux personnages, parce qu'en fait les personnages c'est des ados qui ont une personnalité très marquée, vraiment très authentique, très unique à eux, et qui ressort de manière très intéressante dans certaines situations. Ils appartiennent à une population marginalisée et traquée, ils réagissent de plusieurs façons, de façon différente, pour essayer de survivre, pour essayer de résister à leur manière. Ils ont chacune leur propre force, leur propre faiblesse, et ils arrivent à se compléter, à se soutenir, à s'entraider vis-à-vis de ça, vis-à-vis des liens qu'ils vont développer par la suite. C'est également du coup des personnages qui sont imparfaits, mais imparfaits comme des gamins qui ont un énorme potentiel pour évoluer, pour grandir, mais qui vont faire des erreurs, qui voilà peuvent faire preuve de vulnérabilité, de entre guillemets lâcheté ou de faiblesse. Mais du coup tu te sens encore plus happé dans leur développement parce qu'ils ont un énorme potentiel en fait pour glow up, pour grandir, pour prendre en maturité, pour s'affirmer, s'émanciper. Petite mention à Val, qui est l'aînée de l'héroïne. C'est un personnage féminin qui est moralement très ambigu, très grinçant dans le sens où elle est manipulatrice et calculatrice. Comment tu la découvres? En fait tu la découvres du point de vue de la cadette, de sa sœur, et tu sens à quel point sa cadette se sent opprimée, se sent aliénée par son aînée, et du coup tu te dis c'est une relation complètement toxique. Mais je pose quand même des questions parce que parfois Val elle va être un peu soucieuse de la cadette et tu sais jamais si en fait c'est pour la manipuler, pour voilà l'adoucir, l'amadouer, ou alors c'est vraiment de la vraie sollicitude, mais c'est un amour qui est tordu, twisté par son ambition personnelle, par son égoïsme, par sa manière de concevoir leur place dans le monde. Et cette vision elle veut l'imposer à sa sœur et du coup l'y priver de sa parole, de ses propres convictions. Et du coup c'est une relation hyper complexe. Val elle a un potentiel un peu de sorte de rédemption entre gros guillemets, mais j'espère qu'elle aura cette rédemption tout en restant une bad bitch comme elle est, parce que c'est trop cool d'avoir ce genre de personnage féminin. Il y a un côté un peu flippant, t'as du mal à la cerner, mais c'est ça qui est trop cool. Bref, à la fin du tome 1 évidemment il y a une grande bataille, un grand combat, et c'était trop bien, c'était trop classe. Comme c'est une histoire avec des phénix, du coup t'imagines des phénix au combat qui volent en ciel, et du coup le ciel va se parer d'une flamboyance, d'une rougeoyance, mais tellement noble et élégante et puissante, et vraiment je visualisais et j'étais waouh, c'est trop beau. T'as des plot twists aussi dans le dernier tiers au niveau des personnages, de leurs relations, t'es en mode ah ok. Je sais pas si c'est parce que j'étais trop naïve, mais franchement je m'étais posé zéro question, je m'attendais pas à ça, et du coup franchement ça m'a prise au dépourvu. Petite mention également à la romance, vraiment la romance je l'aime trop. C'est un vrai slow burn comme j'adore, c'est à dire que ça reste de l'amitié, les marques d'attention,
d'attirance physique, c'est pas trop lourd parce que c'est pas trop répétitif. Ça nous permet de savourer avec encore plus de délices, de délectation, tu sais, les regards qui s'attardent, les sourires complices, les petites réactions mais trop mignonnes, trop maladroites, genre le fait qu'ils, je sais pas, ils rougissent, ils sont un peu maladroits dans leurs gestes, ils savent pas trop comment faire, et parce que en même temps c'est également des personnes qui sont solitaires, qui n'ont pas eu forcément l'habitude d'avoir des amis, et du coup ils s'explorent d'abord dans cette amitié là avant d'aller plus loin, et c'est trop mignon, vraiment, genre c'est trop mignon, c'est juste trop pur. Ça me donne envie encore plus de lire la suite parce que j'ai envie de voir comment ça va évoluer dans leur alchimie, dans leur connexion, dans les secrets, voilà, qui se gardent encore. Et voilà, je suis trop contente. Comme je vous l'ai dit, j'ai envie de lire la suite directement parce que franchement, si je laisse traîner, je vais attendre des années avant de lire la suite. Et à ce moment-là, bah, je vais pas réussir à bien profiter de mon aventure puisque j'aurais oublié pas mal de choses du tome 1, surtout que c'est assez fourni en termes de narration, en termes de mythologie, de background. Mais j'aimerais bien lire de la littérature asiatique parce que comme je l'ai dit dans mon vlog précédent, comme je fais un stage un peu en rapport avec la littérature asiatique, bah, c'est une bonne opportunité en fait de m'immerger encore plus dans ce genre-là. Et il y a plein de titres qui m'intéressent, que j'ai pu repérer à mon lieu de stage. Donc j'aimerais bien y pencher dessus. Voilà, donc je sais pas quoi lire. Mais sinon là je suis en train de lire Bienvenue à la librairie Yunam de Hwang Bo-rum, publié chez Piquier. On suit la vie dans une librairie du point de vue de la libraire, comment elle arrive à entretenir cette librairie pour lui donner une authenticité, une personnalité qui est fidèle à sa propriétaire, pour également en faire un endroit, un cocon bienveillant, accueillant. Également du point de vue de son barman parce qu'il y a un côté café dans cette librairie. On a également quelques bouts de leur vie individuelle en dehors de la librairie, notamment au niveau de leurs questionnements, de leurs doutes par rapport à leur identité, leurs valeurs, leurs projets professionnels, leur avenir. On rencontre également quelques clients qui partagent un bout de quotidien dans cette librairie. Le récit en fait se construit de manière à être décliné en plusieurs chapitres thématiques. Et en fait c'est comme sous forme d'anecdotes un peu dispersées, aléatoires, qui suit pas un récit, un fil narratif vraiment construit. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a pas mal de moments réflexionnels sur ce qu'apporte la lecture, évidemment, sur la complicité de l'humain avec autrui. Il y a un côté très humain, très social. Il y a quand même des citations qui me marquent et dans lesquels je peux pas mal m'identifier. Également voir le plaisir du métier de libraire, aussi ses difficultés, mais surtout le côté passionné en fait de la libraire. Ça c'est assez cool et c'est assez inspirant à voir. Mais pour l'instant je suis pas plus emballée que ça. Après c'est peut-être parce que je suis plus dans un mood de fantasy où je veux de l'action, ou tu vois là je viens de sortir d'une grosse bataille avec des phénix qui volent de partout. On verra pour la suite si je succombe à la suite de l'envol du phénix, ou alors à autre chose, ou alors la littérature asiatique. Mais pour l'instant je vous laisse. À tout de suite pour vous. Hey, je vous retrouve, on est le mardi 24 septembre, c'est le soir et je vais me dépêcher de faire mon update lecture avant que le soleil ne se couche et que l'éclairage devienne encore plus immonde. Mais donc j'ai fini Bienvenue à la librairie Yunam de Hwang Bo-rum, publié chez Piquier. Dans cette histoire, on va suivre une dame qui va se reconvertir après un burn-out en se lançant dans le projet d'ouvrir une librairie pendant 3 ans. 3 ans pendant lesquels elle va en profiter pour se recentrer sur elle-même, se recentrer sur ce qui l'anime, c'est-à-dire lire. Et un an après l'ouverture, elle va également embaucher un barista pour s'occuper du coin café, et ce barista c'est également quelqu'un qui est en recherche professionnelle, identitaire, parce qu'il a enchaîné plusieurs entretiens qu'il a déjà fail. Donc voilà, dans cette librairie on va également rencontrer toutes sortes de profils de clients, des clients qui vont venir chercher de la lecture ou boire un café, ou ni l'un ni l'autre, juste se poser et s'effacer du monde qui peut les opprimer d'une ou plusieurs façons. Alors au début, je crois que je l'avais dit, mais dans les premiers chapitres j'étais un peu dubitative parce que j'avais l'impression qu'on lisait un livre à base thématique, c'est-à-dire que chaque chapitre se concentrait sur une anecdote et du coup on développait des trucs par rapport à ça, mais en fait le récit va devenir plus linéaire et plus profonde pour soutenir la richesse et la beauté du développement, de l'évolution psychologique des personnages. Et c'est une évolution qui est très belle, qui est très inspirante, très touchante. Alors déjà on va découvrir le métier de libraire à travers le point de vue de la protagoniste, comment entretenir une librairie, tous les
les enjeux, toutes les difficultés, pas toutes mais quand même pas mal, comment on peut dynamiser le lieu de la librairie pour en faire un endroit qui est bienveillant, qui est authentique, qui est original, qui est chaleureux et qui donne envie aux gens de revenir. C'était pas le point le plus marquant parce que la librairie c'est un prétexte pour aborder des thèmes plus larges, notamment grâce à la lecture et aux échos personnels qu'elle peut susciter chez les lecteurs et les clients et du coup les personnages. Ce qui m'a vraiment touchée dans ces librairies, c'est que ça peut être un endroit, n'importe lequel en fait, tant que c'est un endroit safe place où tu peux te sentir accepté, tu te sens pas jugé et du coup tu vois des gens, des clients qui viennent, qui se familiarisent avec l'endroit, avec la bienveillance de l'endroit et qui se sentent plus en confiance pour se révéler plus vulnérables, pour révéler des parts d'eux qui sont fragilisées par la société qui les étouffe à plusieurs points de vue, par exemple sur la place de la femme, surtout quand t'es dans une société qui peut être assez traditionnelle, conservatrice sur certains points comme justement la société coréenne, la place du travail et également la notion de bonheur. Et en fait, les réflexions qui en découlent m'ont particulièrement atteinte parce que ce sont des messages de vie qui forgent ma propre philosophie de vie, en tout cas la philosophie de vie que j'essaye d'atteindre, que j'essaye d'appliquer dans ma vie personnelle. Par exemple, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça met en avant la préciosité de tous les petits efforts, de toutes les petites réussites personnelles ou sociales que t'as pu accomplir. Ça met en lumière la beauté des parcours qui seront pas linéaires. Par exemple, tu sais, les gens qui vont entre guillemets échouer, qui vont changer de voie, qui vont se re-questionner, se remettre en question, s'arrêter, prendre une pause également, parce que par exemple la société, ça tourne très vite en fait, et tu dois maintenir ce cap-là, en tout cas t'as l'impression de devoir maintenir ce cap-là pour pouvoir rester dans le game, pour pouvoir continuer à réussir, à évoluer, à grandir de manière saine, positive et de manière à être bien vu par les autres, et t'as l'impression que c'est ça qui est très important et qui est la preuve de ta valeur, de la marque hyper positive de ton identité, alors que là c'est vraiment dans cette librairie des gens qui vont se rencontrer, qui vont rien faire de grandiose, mais c'est ces choses banales là qu'ils vont accomplir qui vont faire ressortir leur beauté, leur profondeur, leur complexité, ce qu'ils peuvent apporter pour les autres et pour eux-mêmes. Et du coup, j'imagine que pour la société coréenne, où tu vois que voilà, la notion de travail, le fait de devoir toujours travailler et tout, c'est très important. Également la place de la femme dans la société, la femme doit se marier, blablabla. En fait, face à toutes ces injonctions, tu te rends compte que ce livre, ça doit être une véritable bouffée d'air frais pour les gens qui le lisent, les gens coréens qui le lisent, même les gens tout court. Ça nous invite à nous détacher des attentes que les gens ont sur nous, qui vont nous brider dans notre découverte de soi, dans notre potentiel de développement, sur notre conception du bonheur, parce que on va calquer notre perception de ce qu'est être heureux sur ce que les gens disent et ce que les gens perçoivent eux. Et parfois c'est des trucs hyper superficiels et tout, du coup le fait de pouvoir se recentrer sur nous, ça nous permet de vraiment nous contenter de simplement apprécier des choses, certaines choses, avec du recul, avec beaucoup de naturel, de spontanéité, et sans se prendre la tête, et ça fait tellement du bien. À la fin du roman, il y a une note de l'autrice qui parle de son processus d'écriture, de ce qu'elle a voulu véhiculer dans ce roman-là, et elle dit que les personnages du roman ne font rien d'extraordinaire, à moins qu'on les observe à la loupe, mais ils sont toujours en mouvement. Ils apprennent et se perfectionnent en modifiant d'infimes détails. Ils changent et progressent à mesure qu'ils agissent, même si ce qu'ils font ne les conduira pas à la réussite telle que la société la conçoit. Ils peuvent arriver à quelques pas à peine de leur point de départ. Peu importe que les autres trouvent élevé ou bas, bon ou mauvais, l'endroit où ils sont parvenus. Il suffit qu'ils aient progressé seuls et qu'ils en soient satisfaits. Le critère personnel est largement suffisant. Et c'est exactement ça, et c'est hyper rafraîchissant et hyper important parce que dès lors que on a peur de décevoir les autres, de ne pas correspondre à leurs attentes, de paraître un peu bizarre dans notre manière de mener notre vie, enfin ça peut être quelque chose de stressant et c'est une pression, ça n'a pas lieu d'être, en fait c'est tellement dommage qu'on se laisse brider par tout ça. Donc franchement c'est super doux à voir. Bref, il y avait plein de citations, de moments qui résonnaient en moi. Les choix de vie des personnages, c'est mon goal ultime dans la vie. Cette mentalité de recul, de relativisation, de prise en maturité, mais d'une manière tellement saine et qui fait tellement du bien.
Genre vraiment ça fait que ce livre c'est comme un comfort book. Du coup franchement au début j'étais un peu dubitative et au final ça s'est révélé être une très très bonne lecture avec des messages, des messages qui peuvent être un peu clichés, tu vois, en mode réalise ton rêve, suis ton chemin, écoute ton cœur, blablabla. Mais dans la manière dont c'est fait, c'est très doux et c'est avec des situations dans lesquelles tu peux te reconnaître facilement. Et ça a aussi relativisé en mode tu vas pas forcément genre réussir à fond dans ta vie si t'empruntes ce chemin là où tu fais à ta tête, tu vois, genre tu t'essayes de réaliser ton rêve, mais au moins mentalement parlant, il y aura quand même une sorte de gratification qui n'est pas négligeable. Bon, j'ai dû couper mais je vous reprends là, mais du coup pour ma prochaine lecture, en fait j'en ai déjà lu des lectures après ça, mais je ne trouve pas mon bonheur. Comme je l'avais dit, je voulais plus me plonger dans la littérature asiatique, mais j'ai enchaîné 3 livres asiatiques, 3 livres que j'ai commencé et que j'ai abandonné parce que je suis pas dans le mood. Et le début me paraît pas forcément prometteur du point de vue de mon mood de maintenant. Donc je sais pas quoi faire, j'ai peur que si j'enchaîne les déceptions, et bah je me retrouve engluée une nouvelle fois dans une panne de lecture. Par contre, j'aimerais beaucoup me remettre à la fantasy Sœur de sang, dont j'ai lu le tome 1 que je vous ai présenté, parce que j'ai envie de retrouver les personnages, j'ai envie de retrouver l'univers, je suis dans un mood de fantasy. Je pense que ça me ferait bien vibrer en ce moment. Et sinon, pour compenser les livres asiatiques, les romans asiatiques que j'arrive pas à lire, je peux peut-être lire quelques titres de manga, de manhwa qui me donnent très envie parce que à mon lieu de stage, il y a pas mal de mangas que je suis en train d'organiser et c'est une belle collection. Il y a plein de titres, genre je l'ai rangé et tout, j'étais en mode celui-là faut que je le lise. J'ai envie que ce vlog soit riche en lecture, peu importe le genre. Bref, j'ai arrêté de papater, je vais me remettre à lire, sinon on va pas s'en sortir, on est déjà mardi, il me reste 4 jours pour lire à fond. Let's go, let's go. Hey les copains, on est le mercredi 25 septembre le soir et je vous reviens pour vous faire du blabla comme ça. Je suis éclatée, alors je pense que c'est parce que le temps commence à se ramollir. Au stage c'est aussi fatigant un peu, mais je suis bien dans ma lecture actuelle qui est du coup le tome 2 de Sœur de sang aka Feu Sacré de Nikipo Preto chez Lumen. Je vais pas trop revenir dessus pour l'instant parce que j'ai pas grand chose à dire, juste que mon goal pour cette semaine d'ici samedi, il faudrait que je l'ai lu en entier pour pouvoir vous en parler en intégralité dans ce vlog là parce que ça me saoule de devoir diviser mon avis dans 2 vlogs différents. Donc j'espère que voilà, je vais réussir malgré la fatigue, malgré l'emploi du temps. Sachant que le tome il est plus gros que le premier, il fait 800 pages donc voilà, mais ça se lit super bien. Franchement ça se lit très fluidement, je suis vraiment happée dans l'histoire avec les personnages. J'ai un peu peur pour la romance qu'elle devienne trop mise en avant, que je m'en lasse assez facilement parce que là il y a des petits dramas, des petits manques de communication autour de la romance, je suis en mode... Voilà, le truc un peu cliché en mode on va forcer dans le drama, dans le angsty pour rendre la situation plus compliquée alors qu'on pourrait le résoudre en 2-3 mots. Mais on verra, on verra et je vous retrouve pour la suite. Hey, on est le soir du vendredi 27 septembre, il est 22h23 donc il est assez tard et je vous prends vite fait pour vous parler de tout et de rien et surtout de rien parce que ça sert un peu à rien, mais c'est pas grave, je vais quand même vous le prendre puisque du coup demain c'est le jour final de ce vlog là. Et je vous rappelle, mon but c'était de pouvoir lire en entier le tome 2 de la série Sœur de sang pour pouvoir vous le présenter entièrement. Le truc c'est que il me reste pas mal de pages, à peu près 200, 300 et je pourrais pas les lire entre ce soir et demain matin. Donc ça va être un peu compliqué, voilà, ça va être un challenge je pense qui va être fail. En plus il y a eu des imprévus parce que de base je devais rentrer vers 21h. Là c'est 22h parce que mon bus de 20h n'est pas passé. Donc j'ai dû attendre pendant 1h30 pour l'autre bus qui... Enfin bref, voilà, c'est le fouillis. Tant pis, mais pouvoir compenser avec ce fail, cet échec, et pour pouvoir quand même nourrir ce vlog comme je le veux, je me suis dit pourquoi pas vous présenter des œuvres graphiques que je lirai d'ici demain. Donc je vous les présenterai en détail si je me dis que c'est intéressant d'en parler
demain. Voilà, mon but ce soir c'est de défoncer cette petite palle de manga. On voit rien avec la lumière, c'est horrible, mais bref, voilà. C'est un peu à l'envers, c'est très à l'envers les titres, mais c'est pas grave. Ce sont des titres qui m'interpellent par leur résumé, par l'atmosphère, donc j'espère que j'aurai des choses intéressantes à dire. Voilà, j'arrête de blablater et prions pour que demain je puisse vous fournir un bilan lecture bien consistant. Voilà, bonne nuit, enfin à tout de suite pour vous. Hey, on est le samedi 28 septembre et je retrouve pour le jour final de ce vlog là qui j'espère vous a été bien divertissant et intéressant, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Comme je vous l'ai dit, je suis en train de lire encore toujours le tome 2 de Sœur de sang, feu sacré de Nikki Preto chez Lumen. J'ai pas pu beaucoup avancer hier. Je sais pas trop ce que je peux divulguer sans vraiment spoiler le tome 1. Mais en gros dans le tome 2 les protagonistes sont beaucoup plus actifs, sont beaucoup plus dans l'action plutôt qu'ils ne subissent les choses. Donc ça donne une dynamique un peu révigorante pour le récit. Ils se battent sur tous les fronts, il y a de l'espionnage, il y a des combats, il y a des stratégies, il y a de l'anticipation, il y a des mystères, il y a une sorte de cycle historique, relationnel, qui pose des questions sur est-ce qu'ils vont recommettre les mêmes erreurs du passé ou alors ils vont réussir à s'en détacher pour offrir un dénouement beaucoup plus positif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un nouveau point de vue par rapport au tome 1 et ce point de vue, même s'il apparaît pas très souvent, mais c'est l'un de mes points de vue préférés ever parce que c'est autour d'un personnage. Sans spoiler, en fait, il essaie de se racheter parce qu'il est dans une situation, dans une position assez délicate par rapport à ses pairs. Et du coup, il y a du angsty, il y a de la tristesse, il y a de l'amertume, il y a également de la tendresse parce qu'il fait de son mieux, il arrive à se relever, il noue des amitiés et c'est trop mignon, vraiment. C'est un enfant que j'ai vraiment profondément adopté et aussi toute son histoire qui est assez difficile avec ouais, sa sœur et tout. Enfin, c'est trop bien, genre je suis trop impliquée dedans. Et voilà, je suis trop contente de ce nouveau point de vue. Ce que je pourrais reprocher, c'est que j'avais dit que dans le tome 1, j'espérais que la fin de famille et des amitiés soient plus mises en avant. Et au final, non. Les amitiés sont vraiment pas développées, c'est très en arrière-plan. Il y a des petites évocations par-ci par-là, mais ça reste vraiment en surface et on n'y plonge pas plus que ça. Je suis pas du tout rassasiée par rapport à ça. Et la romance prend le devant de la scène en fait au niveau relationnel. C'est vraiment la main relation quoi. Même, et voilà, ça me dérange, même si c'est très mignon. Je suis quand même happée par la tension qui existe entre les différents couples, même si ça étire le suspense mais d'une longueur mais qui en devient frustrante voire agaçante parfois. Du coup voilà, à chaque fois tu sens que l'autrice joue sur le suspense, joue sur la tension, le fait que voilà, on dirait qu'ils vont se rapprocher et au final non. Mais pour un des couples, il y a eu un rapprochement physique, enfin, ils se sont fait un bisou, il y a eu une séance bisou et c'était trop mignon. Voilà, du coup toute cette attente en valait la peine. Et en dehors de ça, du coup comme je vous l'ai dit hier, j'ai pu emprunter des mangas. Voilà, je vous en parlais. Alors globalement, c'était des récits intéressants. Après, émotionnellement, sentimentalement, j'ai pas été plus impactée que ça. Mais c'est pas grave. Je vais commencer par Vagabond de Takeko Inoue, publié chez Tonkam. C'est le tome 1. Alors Vagabond, c'est une œuvre que je veux lire depuis très longtemps parce que c'est décrit comme un chef-d'œuvre, comme c'est puissant, comme c'est hyper profond. Et surtout Takeko Inoue, c'est l'auteur de Slam Dunk, qui est un manga de basketball, mais plus que ça aussi, parce que tu sens au niveau humain, psychologique, c'est très fouillé. Du coup, tu sens vraiment la patte de génie de l'auteur, et c'est pour ça que je me cite aujourd'hui qu'il faudrait que je lise ses autres œuvres qui sont encore plus humains dans cette profondeur-là. Alors en gros, on se situe dans les années 1600. Il y a eu une grosse bataille historique qui a vraiment existé, qui s'appelle la bataille de Sekigahara. Et au début, là, on suit deux protagonistes, des jeunes ados, enfin ils ont 17 ans, qui sont engagés dans l'armée à la poursuite du prestige, de la réussite, du fait de s'accomplir à travers les faits d'armes et tout. Ils font partie de l'armée qui a été vaincue, du coup eux c'est les perdants, et ils vont fuir le champ de bataille et ils sont pourchassés en tant que fuyards. Et voilà. En fait ce tome 1 il est très introductif, tu sens que c'est que la surface de tout ce qui est profond par la suite. C'est pour ça que
j'ai pas ressenti spécialement beaucoup de choses en lisant ce tome 1, mais ça a quand même aiguisé l'intérêt que j'ai pour cette saga et le fait que j'ai envie de poursuivre, parce que déjà dans ce tome 1 tu sens que les deux protagonistes, en gros c'est des jeunes garçons qui sont livrés à leurs pulsions, qui sont avides de réussite, de prestige. Je crois que du coup par la suite c'est une manière de voir comment ils vont réussir à se dompter à travers une aventure qui vont les emmener vers des réflexions, vers une quête philosophique très intense et très complexe et vraiment bien faite. Et petit à petit apparemment ils vont s'accomplir en parvenant à mettre une définition sur ce qu'est être un homme, un être humain. Puis aussi la patte de l'auteur, c'est au niveau graphisme aussi, c'est d'une intensité, c'est magnifique. Alors je sais pas comment dire, mais c'est beau en fait. Il y a de la vie, il y a de l'intensité dans ses traits. Et du coup, rien que la couverture, quoi, tu vois. Donc ça donne vraiment envie de découvrir et de profiter à fond de son génie, quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu un petit one-shot, Un bol plein de bonheur de Tsuru Moriyama, publié chez Delcourt. On se situe dans les années 60 et on va suivre au Japon la vie d'une mère avec son fils. Une mère qui a décidé de quitter son mari parce que son mari est alcoolique et endetté. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui va faire couler sa famille si la mère n'avait pas pris la décision de partir avec son fils. Et du coup, en fait, tout au long de ce one-shot, on assiste à l'amour d'une mère envers son fils pendant tout le long de sa vie, comment cette mère-là, en dépit de la pauvreté, en dépit de ses maigres moyens, va tout faire pour prodiguer une éducation remplie d'humilité, de confiance et de tendresse envers son fils, pour l'aider à grandir, pour lui inculquer de bonnes valeurs. Et tu vois tous les bénéfices qui en découlent de cette éducation-là quand le fils grandit. C'est un récit qui peut être très touchant, qui est très doux, qui rend hommage en fait à la force des mères. Et en plus c'est cool que j'ai lu ce manga-là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman. Donc voilà, ça tombe bien et ça m'a mis un peu dans le bon mood. Et à la fin j'ai aussi eu les larmes aux yeux, parce que c'est très émouvant de voir l'attachement d'une mère envers son fils et vice versa tout au long d'une vie et tout ce que ça apporte. Le truc c'est que le graphisme est un peu trop mélodramatique pour moi. Voilà, je sais pas, c'est en même temps c'est original d'avoir ce genre de graphisme, c'est plus ancré dans la réalité et ça va pas édulcorer graphiquement ou quoi, mais je sais pas, il y avait trop de moments hyper mélodramatiques avec des effusions de larmes, mais en vrai ça peut être une bonne expérience et dans tous les cas c'est un très bon message, quoi, et c'est de très bonnes valeurs. Et pour conclure ce vlog, on va pas finir avec la lecture la plus facile. Je vais vous présenter simultanément deux œuvres, parce que c'est des one-shots mais écrites d'une même autrice. J'ai découvert la patte de Kaori Onozuka avec ses deux graphiques, Nico Seize et Jordana, chez Delcourt. Alors en gros, ce sont des histoires courtes, les deux, ce sont des compilations d'histoires courtes autour de la vie de jeunes femmes qui sont en perdition, qui ont une psychologie tourmentée, mise à l'épreuve par pas mal de choses. Ce tourbillon psychologique va être mis à l'épreuve, va être cisaillé dans plein de situations qui peuvent être vraiment extrêmes. La sexualité totalement est très mise en avant, notamment graphiquement, donc vraiment c'est pour un public averti, très averti, parce que t'as la sexualité, bah ça peut être intéressant parce que la sexualité est un moyen pour développer la psychologie de ces héroïnes-là. Ça peut servir en guise de rétrospection, mais ça peut également être décliné dans des situations atroces. Voilà, je vais pas vous faire de schéma. Et ce qui peut être saisissant également et juste dans le portrait de ces femmes, c'est le rapport qu'elles ont avec les autres, notamment en termes d'amour, le besoin d'amour que la plupart de ces filles ressentent. C'est tellement vital que c'en est douloureux, et du coup c'est également des femmes qui vont se retrouver dépossédées d'elles-mêmes, que ce soit à cause des injonctions sociales, à cause de situations atroces, et elles vont essayer de se réapproprier leur corps, leur âme, mais en allant très loin parfois dans des situations encore une fois extrêmes. Enfin vraiment c'est très violent, que ce soit mentalement ou physiquement. Le truc c'est que ça m'a laissé un peu perplexe, parce que j'ai pas été touchée sentimentalement, je me suis pas reconnue dans ces héroïnes là. En fait
la base, si, la base psychologique, je comprends comment elles ont pu en venir à là, mais le fait qu'elles en sont venues à là, c'est un truc qui est tellement dark parfois. C'est tellement, tu sais, j'oscillais entre le fait que, bah en fait c'est hyper problématique, du coup je m'écartais de ces filles, et en même temps j'éprouvais quand même un peu de pitié, de la peine pour elles, et également du respect dans la manière dont l'autrice arrive à vraiment dépeindre des héroïnes qui sont hyper humaines, très vulnérables, avec ces touches d'espoir également. Mais ouais, en fait, ça dépendait des héroïnes. Il y a un chapitre sur l'homosexualité que j'ai beaucoup aimé. La psychologie est déclinée de manière à ce que j'aurais pu comprendre, tu vois. Et en même temps, c'est un des chapitres les plus soft en fait, comparé au reste du récit, parce que vraiment le reste du récit, il faut quand même avoir les tripes bien accrochées. Mais du coup, c'est pour ça que mon avis est très brouillon, parce que je sais pas quoi en penser, mais si vous voulez la description de l'éditeur, peut-être que ça pourrait mieux vous donner envie. Alors, jeune fille perdue, corps rompu, Nico Seis, du coup ce manga-là, est un cri perçant qui résonne à travers le calme paysage du manga féminin. Sans complaisance, mais avec beaucoup d'empathie, Kaori Onozuka nous fait vivre les tourments de cette période flottante du début de l'âge adulte, qui pousse les jeunes filles à se perdre tout au fond d'elles-mêmes, en se bradant au plus offrant, comme un passage obligé vers l'acceptation de soi. Le trait de Kaori Onozuka, farouche et sans concession, ne cède en rien aux sirènes de la facilité. Ses corps étirés tendent vers un idéal d'immatérialité et s'abusent en cherchant dans le sexe obligé et la soumission une maturité de l'âme. En tirant à l'extrême sur les ficelles de la décence, Kaori Onozuka donne un nouveau souffle au manga érotique. C'est vraiment des filles qui vont s'abandonner à des choses très intenses, qui vont pousser leurs limites pour y chercher l'amour des autres, également l'amour de soi. Ouais, c'est des filles qui essayent, qui tentent. Tu sens une détresse chez elles, mais c'est sans jugement et ça appelle à la tolérance, à l'ouverture d'esprit vis-à-vis de ce genre de personnes. Et tu peux te reconnaître également, alors dans une moindre mesure, parce que je pense que c'est rare les gens, les femmes qui vont autant dans ces extrêmes-là, mais tu peux quand même t'y reconnaître et te sentir pas jugée et te sentir comprise. Donc voilà, ça peut être intéressant, mais encore une fois, public averti, très averti, il y a des scènes très difficiles d'agression, de toutes sortes, etc. Et également d'amour entre des membres de la famille, enfin bref, c'est horrible, mais ça peut être un récit intéressant et novateur en quelque sorte. Voilà, j'ai fini sur ces bonnes paroles bien positives. J'espère que ça vous a quand même plu ce vlog. En vrai, je suis contente parce que j'ai quand même pu parler de pas mal de lectures, même si j'ai un peu dérivé pendant quelques jours parce que j'arrivais pas à m'accrocher à une bonne lecture, une lecture qui me transporterait. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère vous retrouver pour mes prochaines aventures livresques. D'ici là, bah très bonne lecture à vous, très bon week-end à vous et très bonne semaine à vous également, et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!